Elle lui offrait un bol de riz sans rien attendre. Il lui a offert un empire sans qu'elle ne le sache. Dans la poussière d'une ruelle, elle a tendu la main à un mendiant infirme. Sans savoir qu'il était un roi déguisé. Et lui, dans son silence, a retrouvé la seule chose qu'il avait perdue, l'humanité. Le quartier s'éveillait lentement. Des cris d'enfants jouant avec un pneu crevé résonnaient entre les murs fissurés. Les vendeuses de beignets disposaient leurs paniers fumants sur des tables bancales. Le vent sec soulevait des nuages de poussière rouge. Au bout d'une ruelle oubliée des dieux, un vieil homme gisait, comme une statue oubliée par le temps. Sa natte était faite de plastique tressé, à moitié déchiré. Il portait un boubou sale, dont la couleur d'origine s'était depuis longtemps effacée. Ses jambes étaient inertes. On disait qu'il ne les sentait plus depuis des années. Personne ne connaissait vraiment son nom. On l'appelait le vieux, ou pire encore, le poids mort. Certains enfants lançaient des cailloux près de lui, pour voir s'il réagissait. Il ne disait rien. Mais chaque matin, à la même heure, une jeune femme apparaissait au bout de la rue. Elle s'appelait Anna, une silhouette fine, des yeux profonds comme un fleuve, et un foulard jaune noué toujours de la même façon. Elle travaillait comme apprentie couturière dans un atelier exigu. Elle ne gagnait presque rien. Pourtant, elle déposait un bol de riz devant l'infirme, s'agenouillait, lui murmurait une bénédiction, puis repartait sans bruit. Ce jour-là, comme tous les autres, elle arriva. Le vieux dormait à moitié. Anna déposa le bol avec douceur. Voici du riz au poisson, aujourd'hui. Pas grand-chose, mais c'est chaud. Il ouvrit lentement les yeux. Sa voix était rauque, comme une porte rouillée. Pourquoi tu fais ça, fille? Elle sourit doucement. Parce que je peux? Il ne répondit pas. Mais ses yeux brillèrent un instant. D'un éclat presque oublié. Un groupe d'hommes, assis non loin, l'observait. Il ricanait. Elle gâte ce vieux, murmura l'un d'eux. Peut-être qu'elle espère un miracle. Mais Anna n'écoutait pas. Elle s'éloignait déjà, le cœur léger. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que chaque grain de riz qu'elle offrait était un fil qu'elle tissait. Et ce fil allait bientôt relier deux destins que tout semblait opposer. L'insulte des hommes. Le soleil cognait fort ce jour-là. La chaleur faisait onduler l'air au-dessus des tôles rouillées. Dans la poussière étouffante du quartier, Anna marchait, un panier sur la tête rempli de petits pains qu'elle vendait pour survivre. Son visage était trempé de sueur, mais son regard restait droit, digne, lumineux. Elle venait de vendre ses derniers pains du matin, et comme à son habitude, elle avait mis de côté quelques morceaux de manioc, un peu de sauce à la pâte d'arachide, et une mangue. C'était pour le vieux. Elle accéléra le pas. Dans sa tête, une idée revenait sans cesse, il ne faut jamais rater un être oublié par le monde. Mais ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à tourner dans la ruelle du mendiant, un groupe de jeunes hommes assis à l'ombre d'un mur là et là. « Et Anna, tu viens de nourrir ton mari encore ?» lança l'un d'eux, goguenard. Elle s'arrêta, lentement. Le plus âgé d'entre eux se leva, titubant légèrement, une bouteille de soda à moitié vide à la main. « Pourquoi tu perds ton temps avec ce cadavre vivant? Il ne peut même pas te regarder, ni te remercier. Tu veux qu'il te bénisse avec ses jambes mortes ?» Les autres éclatèrent de rire. Anna, droite, le regard fier, s'avança de 2 pas. Son foulard volait légèrement avec le vent. « Ce que je fais avec mes mains ne vous concerne pas. Et si vous connaissiez la valeur d'un cœur humain, vous auriez honte de vos paroles. » Un silence lourd tomba. Les hommes la regardèrent, étonnés. Mais la colère les reprit vite. « Toi-même tu es une misérable. Tu cherches peut-être un mari dans les ordures? Tu veux qu'il te lègue ses plaies? Va mendier ailleurs. » Cette fois, Anna ne répondit pas. Elle s'éloigna sans un mot. Mais à quelques pas de là, elle sentit une larme couler. Non pour elle. Mais pour ce monde qui avait oublié ce que signifiait la bonté sans retour. Quand elle arriva près du mendiant, celui-ci était réveillé. Il avait tout entendu. Ses yeux fixaient un point dans le vide. Elle posa doucement la nourriture devant lui. Il ne bougea pas. « Mange, murmura-t-elle. Mais il secoua la tête. « Je suis un poids pour toi, dit-il d'une voix étouffée. Je ne mérite pas ton riz. Ni ton regard. Ils ont raison. » Elle s'agenouilla à côté de lui. Elle posa sa main sur la sienne. Sa voix était ferme, pleine de compassion. « Ils ont tort. Tu es un être humain. Et tant que je peux marcher, tu ne manqueras jamais de pain. » Pour la première fois, le vieux tourna lentement les yeux vers elle. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Sa gorge se noua. Il détourna la tête pour cacher une larme. Mais c'était trop tard. Anna l'avait vu. Et dans ce silence blessé, quelque chose venait de naître. Une promesse invisible. Les larmes de Baba Khalidou. La nuit était tombée sur le quartier, enveloppant les ruelles dans un voile de silence seulement troublé par les aboiements lointains de chiens et les grésillements de radios fatigués. La lune filtrait à travers les nuages, dessinant une lumière pâle sur le corps allongé de Baba Khalidou, toujours immobile sur sa natte. Anna n'était pas rentrée. Après la scène humiliante de l'après-midi,
elle avait passé des heures à marcher sans but dans les rues, tentant d'éteindre les voix moqueuses qui tournaient en boucle dans sa tête. Lorsqu'elle revint, tard, elle portait un petit morceau de pain enveloppé dans du tissu. Rien de plus. Elle s'approcha sans bruit. Le vieil homme semblait dormir. Mais lorsqu'elle s'agenouilla pour poser le pain, elle l'entendit. Des sanglots. Lents. Étouffés. Comme s'il pleurait pour ne pas être entendu. Elle recula un peu, bouleversée. Baba Khalidou? Il tourna légèrement la tête. Son visage était baigné de larmes. Des larmes qui semblaient avoir attendu des années pour couler. Je ne voulais pas que tu vois ça, murmura-t-il. J'ai tenu, si longtemps. Sa voix, rugueuse, semblait brisée par un poids trop ancien. Anna s'assit à côté de lui, sans un mot. Elle ne tendit pas la main. Elle attendit. Tu sais, dit-il après un silence, il y a des gens qui se perdent dans la richesse. Et d'autres qui se perdent dans la honte. Moi, je me suis perdu dans les deux. Il inspira lentement. Sa poitrine tremblait. J'étais quelqu'un, autrefois. Un homme, respecté. Un père. Un mari. Un bâtisseur. J'avais plus qu'il ne fallait. Mais, j'ai perdu tout. Ce qui comptait. Et j'ai choisi de disparaître. Anna l'écoutait sans cligner des yeux. Le monde ne t'a pas oublié. C'est toi qui l'as fui? Il hocha la tête. Je ne voulais plus exister. Je me suis dit, si un jour quelqu'un me voit, sans savoir qui je suis, sans rien attendre, alors peut-être que je mérite encore de vivre. Un silence puissant les enveloppa. Puis Anna souffla doucement. Je ne t'ai jamais vu comme un pauvre. Juste, comme quelqu'un de seul. Il ferma les yeux. Et tu es la seule à avoir tendu la main, sans poser de questions. Une larme coula sur la joue de la jeune femme. Baba Khalidou reprit, plus bas. Depuis des années, je n'ai rien ressenti. Ni faim, ni joie, ni froid. Mais aujourd'hui, j'ai pleuré. Il tourna la tête vers elle, avec une intensité rare. Tu m'as rendu vivant. La rupture avec sa famille. Le soleil ne s'était pas encore levé la maison familiale de. Anna était silencieuse, encore endormie, mais une tension sourde planait dans l'air comme une menace. Anna pliait calmement quelques vêtements dans un vieux sac en plastique. Son visage était calme. Trop calme. Ce calme qu'on n'a que quand le cœur saigne mais ne veut plus crier. Sa mère, assise sur un tabouret en bois, la regardait, les bras croisés, incapable de dire un mot. Elle ne comprenait plus sa fille. Ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais vraiment comprise. Le frère aîné de Anna, Abdoulaye, entra brusquement dans la pièce, les traits tirés, le regard noir. Tu crois qu'on ne voit pas ce que tu fais, Anna? Tu passes ton temps avec ce mendiant. Tu l'héberges presque. Tu déshonores notre nom? Anna releva lentement la tête. Je n'ai rien fait de honteux. Je lui tends la main. Je ne vole pas, je ne vends pas mon corps, je ne détruis personne. Je le nourris. Abdoulaye frappa le mur de colère. Ce n'est pas une question d'acte, c'est une question d'image. Tu nous fais passer pour des imbéciles. Pour des complices d'un clochard malade. La mère, jusqu'ici silencieuse, intervint doucement. Tu sais que les gens parlent. Et les gens sont cruels. Ta réputation est tout ce qu'une femme pauvre possède. Protège-la. Anna soupira. Et si mon cœur est mon seul bien? Dois-je aussi le vendre pour qu'il me respecte? Ses mots restèrent suspendus. Le silence tomba, froid comme une gifle. Abdoulaye attrapa le sac, l'ouvrit brutalement, en sortit les habits. Tu ne sortiras pas tant que tu ne promets pas d'arrêter tout contact avec ce vieil homme. Elle s'approcha de lui, récupéra doucement ses affaires. Alors je sors? Il resta figé. Tu choisis, ce mendiant, plutôt que ta propre famille? Je choisis la dignité. La mienne. Et la sienne. Elle quitta la maison. Elle ne se retourna pas. Dehors, le vent du matin soufflait faiblement. La ville s'éveillait, insouciante. Anna s'arrêta quelques instants au croisement. Elle regarda le ciel encore gris, puis leva lentement les yeux vers les immeubles lointains qu'elle voyait à peine. Elle était seule. Mais libre. Ce soir-là, elle trouva refuge dans une vieille case abandonnée près du fleuve, que plus personne n'osait habiter. Les murs y étaient fissurés, le toit laissait passer la lumière par endroits, et il n'y avait ni électricité, ni eau. Mais il y avait une natte. Et un peu de paix. Et le lendemain, à l'heure habituelle, elle revint. Avec un bol de 1001 mangues. Baba Khalidou, en la voyant s'approcher, ouvrit grand les yeux. « Tu as pleuré » demanda-t-il, en voyant ses paupières gonflées. « J'ai quitté ma maison. » Il voulut parler, mais elle le coupa doucement. « Maintenant, c'est toi, ma maison. » La visite du notaire. Ce matin-là, la lumière semblait différente. Plus dorée, plus pesante. Un silence étrange enveloppait le quartier, comme si quelque chose s'apprêtait à basculer. Anna, assise au bord de sa petite case près du fleuve, finissait de rincer une bassine d'eau. Elle avait l'air fatiguée, mais résolue. Depuis son départ de la maison familiale,
elle survivait de petits travaux, couture, ménage, parfois même pêche à la main dans le marigot. Mais malgré la fatigue, chaque jour, elle préparait un repas pour Baba Khalidou. Une assiette simple, chaude, pleine d'âme. Ce jour-là, comme toujours, elle descendit la ruelle avec son bol. Mais en approchant, elle s'arrêta. Un homme en costume, cravate bien nouée, chaussures cirées, se tenait devant Baba Khalidou. Il s'était agenouillé. Son visage était tendu, respectueux. Il tenait dans la main une mallette noire. Anna, dissimulée derrière un mur, n'osa pas interrompre. L'homme parla bas, mais clairement. Monsieur Khalidou Ba. Cela fait 8 ans que vous avez disparu. J'ai respecté votre silence. Mais votre absence commence à créer un chaos irréversible au sein du groupe Kaliba. Les actionnaires paniquent. Vos enfants réclament leur part. Anna, stupéfaite, écoutait. Le mendiant, qu'elle croyait infirme et sans nom, releva lentement les yeux. Je vous ai dit de ne plus venir. Je suis votre notaire. J'ai juré fidélité à votre volonté. Mais l'entreprise vous réclame, et votre testament reste suspendu. Un long silence. Je n'ai rien à leur donner. Ils n'ont rien compris à ce que j'ai construit. Le notaire soupira. Et cette jeune femme, c'est elle qui vous nourrit tous les jours? Baba ne répondit pas. Il baissa les yeux. Puis dit d'une voix grave. Elle seule a vu un homme. Pas un compte en banque, pas un nom sur un immeuble. Juste, un homme. L'homme hocha la tête avec respect. Alors peut-être est-ce elle, votre véritable héritière? Anna glacée, lâcha le bol par terre. Il s'écrasa en silence, répandant la sauce sur le sol poussiéreux. Le notaire sursauta. Baba Khalidou tourna lentement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Anna était figée. Ses lèvres tremblaient. Tu es qui? Un silence lourd. Il tenta de parler. Mais aucun mot ne sortit. Anna fit un pas en arrière. Puis un autre. Son monde venait de se fissurer. Elle ne savait plus si elle venait nourrir un homme, ou le fantôme d'un empire. Le carnet caché. La nuit était tombée sur le fleuve, lourde et moite, enveloppant le quartier dans une torpeur étrange. Des éclairs silencieux striaient parfois le ciel, sans tonnerre, comme des avertissements muets. Une tempête s'annonçait. Anna, les bras croisés sous son pagne, regardait la pluie s'approcher à l'horizon. Depuis sa découverte, elle n'avait pas revu Baba Khalidou. 3 jours qu'elle ne s'était pas rendue à Sanat. 3 jours de confusion, de colère, de doute. Elle se répétait encore. Il n'est pas ce que je croyais. Il m'a menti. Mais alors, pourquoi ne s'est-il jamais servi de moi? Pourquoi s'est-il laissé traiter comme un chien? Quand la pluie s'abattit, violente, brutale, Anna eut un geste instinctif. Elle attrapa une natte sèche et courut à travers les flaques. Malgré elle, malgré tout, elle le retrouva là, recroquevillé contre un mur, trempé jusqu'aux os. Il ne bougeait pas. Tu vas mourir dehors, murmura-t-elle, en le soulevant avec difficulté. Baba ne résista pas. Il la laissa le tirer, le couvrir, l'amener jusqu'à sa case. L'intérieur était modeste, mais propre. Une lampe à huile éclairait faiblement l'espace. Elle l'installa sur une natte sèche, puis lui changea ses vêtements mouillés. En pliant son boubou trempé, quelque chose attira son attention. Un bruit sourd. Un objet glissé entre 2 couches de tissu. Elle palpa. Puis sortit, un carnet en cuir noir. Épaissi, cousu à la main, ancien. Elle hésita. Il la regardait. Tu peux l'ouvrir, dit-il simplement. Tu as déjà vu plus que ce qu'il contient. Elle ouvrit. À l'intérieur, des pages couvertes d'écritures fines. Des croquis. Des cartes de visite. Des contrats. Et surtout, des lettres signées de lui. En tête, Kaliba Investissement. Des photos tombèrent au sol. Un homme debout devant une tour de verre, un micro à la main. Des coupures de journaux, Khalidou Ba, le visionnaire africain. Le roi invisible de la finance. Anna leva lentement les yeux. Pourquoi? Pourquoi fuir tout ça? Il la regarda avec des yeux fatigués. Parce que le monde n'aimait pas Khalidou. Il aimait son argent. Sa femme l'a trahi. Ses enfants se sont battus pour l'héritage alors que je respirais encore. Un jour, j'ai tout quitté. J'ai pris un vieux boubou, un faux certificat de décès, et je suis allé mourir dans les rues. Un silence profond. Et moi? Demanda Anna. Pourquoi moi? Il ferma les yeux, puis murmura. Parce que tu ne m'as jamais vu comme un billet. Tu m'as vu comme un homme qui avait faim. Et ce regard-là, valait tous les milliards. Anna referma le carnet, les mains tremblantes. Elle comprenait enfin. Elle avait nourri un fantôme qui portait une couronne invisible. La vérité révélée. Il faisait encore nuit quand Anna se réveilla. Baba Khalidou dormait profondément sur la natte, son visage enfin apaisé par la chaleur et la sécurité d'un toit. La lampe à huile s'était éteinte, ne laissant que la clarté pâle de la lune glisser entre les fissures du toit.
Mais Anna ne dormait plus. Elle avait posé le carnet sur ses genoux et le relisait encore. Chaque ligne, chaque mot, confirmait ce que son cœur refusait encore totalement d'accepter. Ce vieil homme infirme, que tout le quartier avait traité comme un déchet, était autrefois l'un des hommes les plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Un visionnaire. Un bâtisseur. Un roi sans sceptre. Au lever du jour, quand Baba ouvrit les yeux, Anna était là. Assise. Droite. Silencieuse. Il se redressa péniblement. Leurs regards se croisèrent. « Tu ne m'as pas chassé, murmura-t-il. »« Non, répondit-elle. Mais je veux la vérité. Toute la vérité. » Il acquiesça, puis se tourna lentement, comme pour mieux lui faire face. Ces mots, quand ils vinrent, étaient simples. Lents. Profonds. Mon nom est Kalidouba. Je suis né dans la poussière comme toi. Un père vendeur de charbon, une mère couturière. J'ai dormi dans les rues comme toi. Mais un jour, j'ai eu une idée. Et cette idée a ouvert la première pierre de Kaliba. Il marqua une pause. J'ai construit des écoles, des hôpitaux, des routes. J'ai aidé des ministères à se relever. J'ai prêté de l'argent aux États. Mais à mesure que je gagnais, je perdais. Mon épouse est partie avec mon avocat. Mes enfants ne me parlaient que pour signer des chèques. Il détourna les yeux. Alors j'ai fait ce que personne ne fait, j'ai choisi l'effacement. Mais pourquoi? Parce que personne ne pleurait avec moi. Personne ne mangeait avec moi. J'avais tout, sauf un regard sincère. J'étais seul. J'étais roi, oui, mais sans royaume. Alors j'ai marché vers les ruelles. Et je me suis couché. J'ai attendu. Anna murmura, la voix brisée. Et moi, je t'ai vu. Oui, dit-il avec un sourire. Tu m'as vu. Tu m'as nourri. Et surtout, tu ne m'as jamais posé la question que tous posent en premier, qui es-tu? Un silence lourd s'installa. Puis Anna dit, les yeux embués. Tu n'as plus besoin de fuir. Il secoua la tête doucement. Peut-être. Mais je n'ai plus rien à reprendre. Sauf une chose, ma parole. Il se redressa lentement, puis prit la main de Anna dans la sienne. Je veux que tu viennes avec moi. Pas pour l'argent. Mais pour montrer au monde que même au milieu de la boue, une fleur peut naître. Et changer un empire. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais ce matin-là, dans cette petite case, une promesse fut faite. Et elle n'avait rien à voir avec les milliards. Le retour du roi. Le bruit courait dans les couloirs du pouvoir. Dans les salons des ministères, les open spaces des banques, les restaurants luxueux, et jusque dans les taxis jaunes de la capitale. Kalidouba est vivant. Personne ne savait si c'était une rumeur, une illusion collective ou une manipulation. Mais en moins de 48 heures, les marchés financiers frémirent. Les actionnaires de Kaliba Investissement convoquèrent une réunion d'urgence. Des journalistes s'agglutinèrent aux portes du siège. Et dans l'ombre, certains fils et filles du défunt commençaient à avoir peur. Pendant ce temps, dans une petite boutique de tailleur, Anna enfilait un boubou blanc, simple mais propre, offert par Baba Kalidou. Elle avait lavé ses mains 3 fois, comme pour se purifier avant un rite sacré. « Es-tu prête » demanda-t-il, vêtu lui aussi de blanc, avec un turban léger. « Non, répondit-elle. Mais je viens. » Ils quittèrent la case. Et descendirent les ruelles. Tous les regards se tournaient vers eux. Certains enfants murmuraient. « C'est le vieux mendiant. » Et la fille qui lui donnait à manger. Mais personne n'osa parler fort. Une voiture noire les attendait. Discrète, mais élégante. À l'intérieur, le notaire, silencieux, ouvrit la portière à Kalidouba comme s'il accueillait un chef d'État. La conférence de presse fut convoquée dans l'auditorium principal du siège de Kaliba. Les caméras du pays étaient là. Les journalistes étrangers aussi. Sur l'écran géant, une simple phrase. Une vérité qui ne se cache plus. Puis il entra. Kalidouba. Silencieux. Mais debout. La salle se figea. Certains se levèrent. D'autres restèrent assis, trop stupéfaits. Ses enfants, présents au premier rang, étaient blêmes. Son ancien associé, Mamadou Diallo, fixa l'homme qu'il avait cru mort avec la peur d'un coup de tonnerre. Kalidou s'approcha du pupitre. Le silence était total. Il parla doucement. « Je suis Kalidouba. Vivant. Invisible depuis 8 ans. Non pas parce que je fuyais la loi, mais parce que je fuyais la pourriture de mon propre royaume. » Il s'arrêta. Les caméras cliquaient sans cesse. J'ai tout perdu sauf la vérité. Et cette vérité, je l'ai trouvée dans la poussière d'une ruelle, dans les mains d'une jeune fille sans fortune, mais pleine de lumière. Il fit un geste vers Anna, assise dans le fond de la salle, discrète, les yeux humides. Voici Anna Sarr. Elle n'a ni compte en banque, ni poste prestigieux. Mais elle m'a donné à manger. Elle m'a offert sa dignité quand je n'avais même plus un nom. Le public murmurait. Kalidou ajouta, plus fort. Elle est désormais l'unique héritière morale de mes biens. Ce n'est pas mon sang qui mérite mon empire. C'est son cœur.
Un tonnerre de réactions. Certains hurlèrent à la trahison. D'autres éclatèrent en applaudissements sincères. Mais Khalidou, impassible, fixa la salle. Aujourd'hui, je ne reviens pas pour reprendre un trône. Je reviens pour réparer une injustice. Et vous rappeler que la vraie richesse se mesure à la main qu'on tend, pas à la couronne qu'on porte. Puis il quitta la scène, laissant derrière lui le chaos et la lumière. Anna le suivit, sans un mot. Elle venait de voir un roi couronné, une mendiante. Les vipères sortent de l'ombre. La nouvelle avait explosé comme une bombe. Khalidouba était vivant. Et il avait choisi une inconnue pour hériter de son empire. Dans les coulisses du pouvoir, les visages souriaient en façade mais les cœurs étaient en ébullition. Les fils de Khalidou, humiliés publiquement. Les anciens associés, terrifiés à l'idée d'être écartés. Les vautours de la haute finance, furieux d'avoir perdu la main. Un silence inquiétant s'installa autour de Anna. Tout semblait calme en surface, mais l'atmosphère avait changé. Dans les rues, certains murmuraient derrière son dos. D'autres la regardaient avec des yeux emplis d'envie, de jalousie, ou pire, de haine. Elle marchait dans le quartier, les bras chargés de provisions. Une femme l'interpella. « Et Anna, tu n'as plus besoin de vendre ton pain maintenant? Ou bien tu nous as tous trompés ?» Elle ne répondit pas. Le venin, désormais, se glissait dans les paroles. Le soir même, une pierre fut lancée contre la case où elle vivait. Un petit mot roulé était attaché. « On sait qui tu es. Tu vas regretter de t'être mêlé à ce monde. » De son côté, Khalidouba observait tout cela en silence. Il avait revêtu son ancienne puissance comme un manteau oublié. Mais il savait. Il connaissait la noirceur de ce monde, et il l'avait senti frémir à son retour. Alors il fit appeler son notaire et son bras droit. « Ils vont s'en prendre à elle, dit-il. Pas directement. Mais avec le poison. Le doute. La peur. Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda son homme de confiance. « Préparez un refuge. Un vrai. Où elle sera protégée. Et surtout, faites ouvrir l'enquête sur Diallo. Il a volé en mon absence. Il doit tomber. » Le nom de Mamadou Diallo, ancien associé de Khalidou, courait sur toutes les lèvres depuis la conférence. Il aurait détourné des fonds. Il aurait menti aux actionnaires. Et il ne supportait pas d'être évincé par une fille sortie de nulle part. Pendant ce temps, dans un hôtel de luxe, Diallo parlait à voix basse au téléphone. Cette fille, on doit la salir. Pas la tuer. Juste, l'éteindre. La faire passer pour une manipulatrice. Une amante peut-être. Une sorcière. N'importe quoi. Il raccrocha. Ses yeux étaient ceux d'un serpent blessé. 2 jours plus tard, des fausses photos circulèrent sur les réseaux. Anna, dans des poses retouchées, aux côtés d'hommes riches, de voitures de luxe. Le titre. La vérité sur la prétendue héritière, une manipulatrice de haut niveau. Elle le découvrit en rentrant du marché. Une femme lui montra l'écran de son téléphone. C'est vrai ce qu'on dit de toi? Tu étais avec lui depuis le début? Tu l'as séduit? Anna se figea. Non. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Mais déjà, les regards changeaient. On ne l'appelait plus la brave Anna, mais la fille au vieux milliardaire. Le soir venu, elle s'assit seule, la tête dans les mains. Des larmes silencieuses coulaient. Mais dans l'ombre, une silhouette s'approcha. Khalidouba. Il posa une main sur son épaule. Tu es forte, dit-il. Je ne suis pas prête à être haï. Personne ne l'est. Mais il faut du courage pour continuer à aimer dans un monde qui te rejette. Elle leva les yeux. Dans le regard du vieil homme, il y avait du feu. À partir de demain, tu n'es plus seul. La dernière leçon. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et Baba Khalidou, celui qu'on appelait jadis le roi invisible, commença à faiblir. Son corps, marqué par des années passées à dormir sur des nattes poussiéreuses et à manger dans des restes, ne pouvait plus suivre. Son cœur, lui, battait encore, mais pour peu de temps. Il le savait. Et Anna aussi. Un matin, il l'appela. Elle entra doucement dans la chambre d'hôpital privé, sobre, lumineuse. Les médecins avaient fait le nécessaire, mais le silence était plus parlant que leur diagnostic. Il la regarda. Ses yeux, déjà mi-clos, brillèrent d'une clarté étrange. « Assieds-toi, ma fille. » Elle s'assit. Sa main dans la sienne. « J'ai vécu 2 vies, murmura-t-il. Une où j'étais riche et respecté, mais seul. Et une autre où j'étais pauvre, mais enfin vu. » Il toussa. Anna serra ses doigts. « Tu as changé ma fin. Je ne m'aurais pas oublié. Et ça, aucun empire ne vaut ce cadeau. » Il désigna la petite valise posée au pied du lit. À l'intérieur, ses documents officiels, les actes de cession, les instructions pour la fondation. Prends ce que je laisse. Et fais ce que personne ne fait, donne sans attendre. Soulage sans filmer. Aime, sans vendre ton nom. Elle pleurait en silence. Et s'il me déteste? Qu'il le fasse.
La haine est la rançon de ceux qui font le bien sans permission. Il ferma les yeux un instant. Puis les rouvrit une dernière fois. Je t'ai vu. Et tu m'as sauvé. Un souffle. Un dernier soupir. Un silence. Puis les machines se turent. Des semaines plus tard, la Fondation Anna pour les Invisibles fut officiellement lancée. Elle portait un slogan simple. Là où il n'y a plus de regard, il reste encore des mains. Elle construisit un foyer pour les sans-abri. Puis une école gratuite. Puis une cuisine sociale. Chaque bâtiment portait, en toute discrétion, une petite plaque de cuivre. À la mémoire de Khalidouba, l'homme que le monde a perdu, mais qu'une fille a retrouvé. Et dans le quartier, certains racontaient encore. Elle lui donnait juste du riz. Et lui, il lui a donné un monde. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.